Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la poursuite de cette journée porte ouverte virtuelle à l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous êtes dans la bibliothèque, le centre de documentation de l'ESJ, et pour échanger maintenant, après l'avoir fait sur les parcours post-bac de l'académie, sur le master, sur la licence de journalisme de sport, nous allons maintenant nous arrêter sur une autre des filières de l'école, la filière de presse de proximité, presse hebdomadaire régionale. Évidemment, vous pouvez, comme pour ce matin, nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On pourra tenter d'y répondre pendant l'heure que nous allons consacrer à cette filière, à la fois sur son recrutement, son contenu évidemment, sa finalité, l'insertion. On parlera de tous ces sujets, mais aussi de ceux éventuellement que je n'ai pas encore cités ou pas encore en tête et que vous évoquerez avec nous. Pour parler de cette filière PHR, Laurent Brunel. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Qui est le responsable de la filière et avec qui on va pouvoir échanger. Et Martin Bizeret. Bonjour Martin. Bonjour. Qui est étudiant de cette filière, de la 26e promotion de la filière PHR. Laurent, peut-être d'abord une petite présentation large. C'est quoi la presse de proximité, la presse hebdomadaire régionale et à qui s'adresse cette filière ? Alors la presse de proximité, la presse hebdomadaire régionale, donc concrètement c'est la plus ancienne presse de France qui existe depuis plus de 2 siècles maintenant. C'est en fait un énorme réseau de journaux à travers le pays. Il y a à peu près 250 titres sur toutes les régions de France, voilà, avec des noms souvent qui fleurent bon un certain passé. La Gazette, on a des abeilles, on a voilà, des titres un peu dans tous les genres, qui tirent environ 6 millions de copies par semaine, répartis sur l'ensemble des titres. Donc il y a des journaux indépendants, il y a une action regroupée au sein de groupes de presse, notamment le groupe Publi Hebdo qui compte une centaine de titres. Mais également, aujourd'hui, la presse hebdomadaire régionale, c'est bien plus que les journaux qui paraissent chaque jeudi ou chaque vendredi. Ce sont également tous les sites internet qui sont rattachés à chacun de ces titres. Et même, on a également des pure players, notamment le plus fameux d'entre eux, c'est le actu.fr, qui dépend du groupe Publi Hebdo, donc du groupe Ouest France, et qui est aujourd'hui le 8e, si je ne me trompe pas, le 8e plus grand site d'info en France. Donc c'est vraiment une belle réussite en seulement 2-3 ans. Donc ce qui veut dire que la presse hebdomadaire régionale, même si c'est la plus ancienne presse de France, c'est aussi une de celles qui innove le plus en ce moment. Qui peut avoir parfois chez certains, qu'on voit dans les salons, qu'on voit dans les journées portes ouvertes en présence, quand elles pouvaient se faire en présence, mais on y reviendra, pouvait avoir une image de presse pour les plus anciens, pour nos grands-parents, nos parents. C'est un petit peu vrai. C'est un peu, en disant la presse la plus ancienne, c'est vrai que c'est la presse de terroir, la presse de territoire. Mais cette image un peu d'Épinal, c'est vraiment une image qui est aujourd'hui dépassée, parce qu'il faut savoir que la presse hebdomadaire régionale, par exemple, a un lectorat plus jeune que la presse quotidienne régionale, que les grands journaux, genre Voix du Nord, Dauphiné Libéré, etc. L'âge moyen du lecteur de PHR, c'est environ 55 ans. Un public à moitié-moitié masculin-féminin, et un niveau dans les niveaux de CSP, pardon, je ne trouvais plus le terme, un niveau de CSP plutôt élevé. Voilà. Avec, et tu l'évoquais Laurent, des sites qui se développent à l'intérieur de ces titres de PHR et aussi voilà, une conquête de nouveaux lectorats et un développement et une santé qui n'a rien à envier à d'autres titres. Ah non, au contraire, je discutais avec quelques éditeurs cette semaine, et en fait ils me disaient que eux arrivaient plus ou moins à sauver les meubles, alors que la presse écrite, clairement, en France, décline largement. Il y en a pas mal de titres de PHR qui arrivent au moins à l'équilibre en nombre de ventes de journaux, et même certains qui progressent, qui continuent à progresser, tout simplement parce qu'ils continuent d'innover. Ils créent des suppléments, ils créent
ils agrandissent en cherchant avec des cantons supplémentaires. Voilà, ils cherchent sans cesse un nouveau lectorat. Il est clair que les sites internet se développent également à grande vitesse et ces titres sont également beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Abordons maintenant le contenu. Qu'est-ce qu'on y fait pendant un an et on posera aussi évidemment après et Martin, on aura ton témoignage pour que tu nous éclaircisses et expliques ce que tu fais là concrètement. Laurent, peut-être d'abord les grandes masses, si je puis me permettre. Il y a évidemment des stages et il y a des types de cours qui sont différents. On peut diviser en fait l'année en 3 parties. Il y a toute la première partie. On va appeler ça les fondamentaux. C'est vraiment apprendre à écrire parce que c'est vraiment la base. On étudie les différents genres rédactionnels, les parties de l'article, comment écrire un chapeau, comment poser des intertitres, comment rédiger des légendes qui sont super importantes. Voilà, ça c'est vraiment la base des 2 premiers mois, qui aujourd'hui est complétée par une petite partie qui est quand même super importante. On apprend bien sûr comment écrire sur le print, la partie, le journal classique écrit, mais on a également apprendre à écrire pour le web, parce que l'écriture, si elle se rapproche de celle du journal classique, n'est pas tout à fait la même. Il faut apprendre à découper beaucoup plus les articles, à faire beaucoup plus de relances, tout simplement parce qu'avec le scrolling, les gens regardent de plus en plus les journaux sur leur téléphone. Il faut que ça soit rythmé, il faut qu'il y ait vraiment de l'action. Ça, c'est la première partie. Donc les fondamentaux du métier, c'est exactement la même chose que ce qu'apprennent en fait les étudiants qui sont en master. En fait, c'est la même base. Au-delà, il y a une autre partie qui est très importante, c'est l'apprentissage des différents thèmes de l'écriture de presse. Donc il y a une semaine qui est consacrée aux faits divers, il y a une semaine qui est consacrée au sport. On a également un module pour les loisirs. Voilà, donc il y a différents, on aura quelques journées consacrées aux institutions aussi à la fin du mois de mars. On apprend à voir le contenu des différentes parties du journal, à décrypter un peu et à savoir comment écrire pour cela. Et puis il y a également d'autres apprentissages, évidemment. On fait de la PAO, de la publication assistée par ordinateur, de la photo, on fait également d'approche des nouveaux médias. Ça veut dire faire du tourné-monté avec son smartphone, apprendre à faire des podcasts, à chercher sur Internet, mais pas faire une recherche toute bête sur Google. On apprend également à aller dans le deep web pour trouver les vrais articles, les sources, les informations qu'on ne retrouverait pas comme ça avec une simple recherche. Voilà, ça c'est des enseignements qui apparaissent au fur et à mesure, au fil des ans. Et c'est clair que moi-même, je suis un ancien de la filière, j'étais dans la toute première, ce qui n'est pas tout jeune puisqu'on en est à la 26e, là, donc, mais à l'époque, on apprenait à développer des pellicules noir et blanc. Donc c'est une autre époque, et cette filière au fur et à mesure, au fil des ans, a su s'adapter, a su évoluer pour vraiment coller à l'actualité, aux évolutions de la presse locale, et même on essaie d'anticiper ces évolutions, parce qu'il est clair que le but, c'est que les jeunes journalistes qui sortent de la formation deviennent des moteurs pour ces journaux, ces petits journaux. Souvent, c'est les petites rédactions qui ont parfois un peu peur d'avancer, de se jeter dans l'inconnu, d'avancer, de maîtriser les nouvelles technologies. Donc, les journalistes qui sortent de la filière sont là pour ça, pour apporter du sang neuf et vraiment de l'innovation à ces rédactions. Martin, peut-être une petite réflexion aussi, un regard. Tu es rentré au mois de septembre avec tes camarades, on est en mars. Comment est-ce que tu peux illustrer quelques-uns des cours qui ont été évoqués par Laurent, ou lesquels t'ont marqué, ou qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir le plus appris à l'intérieur de quel cours, quel regard après quelques mois de scolarité? Un très bon regard, on est une bonne promo, on est une quinzaine, on est 15 étudiants dans la promo, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un suivi vraiment quasi personnalisé. Donc on a des intervenants qui reviennent très régulièrement, on les a plusieurs fois dans l'année, donc ils voient aussi notre suivi. Après, au niveau du contenu, Laurent a assez bien résumé, c'est que on a à la fois des cours très théoriques,
qui vont être sur l'écriture, enfin théorique mais pratique, par exemple apprendre à écrire, apprendre les différentes parties d'un article. Donc ça c'était plus au début d'année, notamment avec Hervé Leroy, qui nous a fait, un journaliste qui a travaillé longtemps à La Voix du Nord, qui nous a appris voilà, les différentes parties de l'article, la titraille, comment faire ça, etc. Et donc pour le print, mais également pour tout ce qui est web, pour savoir tout ce qui est référencement Google, etc. Donc des choses assez précises. Et ensuite, toute une partie plus de pratique, notamment avec les semaines intensives. Donc c'est des semaines où on est vraiment en conditions réelles, comme si on fonctionne comme une rédaction. Donc on en a déjà eu 2 là depuis le début d'année, qui ont permis de en fait, mettre en pratique tout ce qu'on peut voir à travers les cours le reste de l'année. Et là, on sort d'un mois de stage, donc vraiment une première expérience dans un titre de PHR qui permet de voir un peu les différences entre ce qu'on nous a appris et la réalité, où des fois on se rend compte que ce qu'on nous apprend, c'est pas forcément ce qui est fait, et voilà. On reviendra tout à l'heure sur les stages et sur le contenu de stage et de ce que tu as pu faire en stage. Je rebondis sur des propos de Martin Laurent quand il évoque le fait d'être mis en situation. Ça fait partie de l'ADN de l'école, ça fait partie de tous les parcours de l'école. C'est également très vrai en PHR. L'idée est d'essayer de les mettre dans les situations qu'ils vont rencontrer ensuite dans la profession. C'est clair, on n'est absolument pas dans des cours magistraux. On a quelques cours magistraux, tout à fait. Par exemple sur la déontologie ou d'autres qui sont dispensés par l'université, puisqu'on est en partenariat avec l'université. Mais l'immense majorité des enseignements, c'est vraiment... C'est pas des enseignements, c'est des partages d'expériences. J'aime beaucoup dire ça parce que sur la quarantaine d'intervenants qui défilent tout au long de l'année, l'immense majorité sont des journalistes qui sont en poste à la fois en PHR, en précepto régional, mais aussi dans d'autres médias. On a, parmi ceux qui sont venus vous voir cette année, il y a Jackie Durand qui bosse à Libération et à France Culture. Voilà, Lana qui a fait la semaine des faits divers, qui vient du journal du dimanche. On a celui qui fera la recherche sur le web qui vient de France TV Info. Voilà, il y a vraiment des gens qui viennent de tous les médias pour apporter le maximum d'expérience et le maximum de diversité pour ces enseignements. Et c'est d'ailleurs parfois un petit peu le problème parce que vu qu'on est sur des expériences, le journalisme, c'est pas une science précise. On n'est pas ici on n'est pas en université de physique, de chimie ou de maths. Là c'est carré, c'est précis, et chaque enseignement est exactement le même au fil du temps. Ici, chacun raconte un petit peu sa vérité, son expérience, sa manière d'appréhender le métier. Ce qui veut dire qu'il y a un journaliste qui peut venir une semaine et qui dit une chose sur une manière d'écrire des phrases courtes, des relances, etc. Et la semaine suivante, il y en a un autre qui vient et qui dit non, il faut plutôt écrire un petit peu plus long, il faut... Voilà. Et parfois les étudiants sont un peu interloqués en se disant mais on a eu quelqu'un la semaine dernière qui nous a dit quelque chose qui est pratiquement le contraire. On est là en fait pour donner plus des clés, pour donner une boîte à outils du journaliste, et c'est lui après à faire... à condenser tout ça, à faire une synthèse et à prendre, voilà, à picorer à droite à gauche dans les enseignements pour se créer sa propre vision du métier. Chaque journaliste est différent et ça c'est super important. Il y a, je disais cette semaine, parce qu'on a fait une session d'intensive voilà, avec, sur Zoom avec des personnes qui voulaient entrer dans la filière. Je disais, je ne sais plus ce que je voulais dire, je digressais. Sur la volonté d'enrichissement et d'enrichissement, d'avoir des... voilà. Exactement. Donc, voilà, c'est pas grave. Mais voilà. Non, mais ça aussi, c'est clairement, et ce qui est très vrai sur cette filière, l'est également sur les autres de l'école. C'est-à-dire que je pense que les étudiants à l'école s'enrichissent et grandissent, mûrissent, augmentent un bagage avec un nombre de rencontres élevé. Tu disais une quarantaine Il y a une quarantaine d'intervenants tout au long de l'année. Voilà. Et c'est vraiment ça qui va permettre de se forger aussi après soi-même. J'insiste sur un point qui a été abordé, mais que je voudrais bien
Après, préciser, sur un groupe de 15 étudiants, c'est pas, on n'a pas inventé 15 comme ça, c'est pas parce que c'est le nombre de joueurs d'une équipe de rugby, non, je vous assure, mais c'est vraiment parce qu'on a la certitude de pouvoir avoir un accompagnement fin qui est fait de ces 15 étudiantes et étudiants, une insertion possible, des possibilités de stage et de suivi des étudiants. Moi, c'est souvent une question qui m'est posée, mais pourquoi est-ce que c'est sélectif du coup? Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de monde? Plus de monde, nous, on préfère travailler avec des groupes qu'on est vraiment capable d'encadrer. Martin, tu disais, voilà, on est vraiment dans du suivi personnalisé de chaque étudiant. On pourrait faire une salle de cours avec 60, 100 étudiants, il n'y a aucun problème. On arriverait à le faire, mais on n'aurait absolument pas le même suivi. On veut que ceux qui rentrent en début d'année soit vraiment suivi par tous les intervenants, qu'il y ait des corrections personnalisées, qu'il y ait chaque fois qu'il y a un étudiant qui a une question, qu'il y ait une réponse concrète qui soit apportée. Voilà. Et puis, au-delà de tout ça, ce que tu disais, Pierre, également, c'est pouvoir offrir des perspectives de sortie aux étudiants. Cette filière a été créée il y a 26 ans par l'école de journalisme et également le syndicat de la presse hebdomadaire parce qu'il fallait répondre à une demande. Il y avait un gros manque dans les rédactions et il manquait vraiment de journalistes formés. Et le syndicat et l'école se sont lancés ensemble en se disant on va essayer de faire ça pendant 2 ans, on va voir ce que ça donne. Visiblement, ça ne marche pas si mal que ça puisqu'après 26 ans, la filière existe toujours et il y a des demandes. Et à la sortie, il y a vraiment des demandes. Il y a on a un taux d'embauche à la sortie qui est assez exceptionnel pour une école de journalisme. On est à 60, 70, voire 80% des étudiants qui, 6 mois après être sortis de l'école, être diplômés, sont en CDI ou en CDD longue durée. Je crois qu'il y a beaucoup de sorties de masters qui voudraient avoir cette même chance, cette même opportunité d'avoir un emploi. Là, et ce que tu disais également pour les stages, c'est clairement la filière aujourd'hui est particulièrement reconnue par tous les médias de presse hebdo pour le stage de février, donc qui était un stage de découverte. Là, c'est plus simple, mais pour 15 étudiants, on avait 70 propositions de stage, ce qui est assez incroyable. Et là, maintenant, pour le stage de fin d'année, qui est en fait un CDD de 10 semaines au sein des rédactions, j'ai juste lancé l'appel aux rédactions la semaine dernière, et on a déjà 29 propositions de CDD. Et les rédactions qui nous disent, on commençait à chercher, mais on met un coup de frein parce qu'on attend vraiment les réponses de vos étudiants. C'est eux qui sont prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les étudiants, savoir que pendant la formation, il y a des possibilités de stage, en tout cas pour cette année, parce que l'an prochain, il y a des évolutions par rapport à la filière. Mais au-delà, ces titres de presse continuent à chercher. Je sais que déjà, il y a des groupes, notamment des groupes de presse, qui m'ont dit, à la sortie, après le mois de septembre, on a déjà des offres d'emploi en prévision. Belle transition. On parlait stage tout à l'heure. Martin, tu évoquais un stage d'1 mois que tu viens de faire. À quel endroit et tu y as fait quoi? Qu'est-ce que tu en as retiré? Donc moi j'ai fait mon stage de 4 semaines à la semaine dans le Boulonnais, donc basé à Boulogne-sur-Mer. C'est un territoire que je connais bien puisque je suis originaire de là-bas. Et donc ce qui est frappant avec le stage, c'est qu'on arrive dans la rédaction et on est tout de suite mis dans le bain. Enfin, il n'y a pas de période d'observation, etc. Les journalistes en fait attendent des choses de nous directement, nous envoient en reportage, nous envoient sur le terrain, travailler quasiment comme eux au final. Et donc ça permet de voir vraiment la réalité du métier, même si on peut en avoir des images, une idée avec ce qu'on a fait, les intensives, etc., les cours. Mais je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment de voir la réalité. Et ça voit aussi le stage, moi ça m'a permis de voir les choses où je pense qu'il faut que je m'améliore justement. Et après on peut en discuter avec Laurent, les intervenants, pour voir les points sur lesquels il faudrait peut-être revenir. Il y a un reportage qui t'a marqué, où tu avais l'impression d'apprendre quelque chose, ou voilà, est-ce qu'il y en a un que tu retiens de cette expérience de 4 semaines?
Ouais, j'ai notamment fait une maraude avec une association pendant le plan grand froid, là, quand on a eu les températures très basses. Et donc j'ai suivi une maraude. Donc c'était intéressant parce qu'il y a eu plusieurs aspects, notamment le droit à l'image des personnes sans-abri qui ne voulaient pas forcément être prises en photo. Et donc réussir à exprimer ça en n'ayant pas forcément les images que j'aurais voulu. Et donc ouais, j'ai trouvé que c'était très intéressant et très enrichissant. Et après, ce que je trouve, c'est pas forcément un reportage, c'est que la PHR, on traite vraiment de tous les sujets. Et donc, il n'y a pas une journée où on n'apprend rien. En fait, à chaque reportage, on va apprendre des choses. C'est clairement la polyvalence qui est le maître mot dans la presse hebdo-régionale. On peut être amené autant à traiter au petit matin un fait divers, à midi une réunion à la CCI avec tous les chefs d'entreprise, l'après-midi avec un sportif de haut niveau. Voilà, il faut être capable, et ça c'est vraiment pas simple, c'est un exercice mental parfois compliqué d'appréhender tous les sujets, vraiment tous les types de sujets. C'est une gymnastique mentale qui est compliquée. Il y a très peu de journalistes qui sont attitrés uniquement aux faits divers ou uniquement au loisir. Voilà, il faut être capable, il faut être vraiment être une femme ou un homme orchestre, vraiment, sans aucun doute. Avec une dimension également qui est forte et qui est liée à la proximité de relation avec le lecteur, qui existe à ce point en PHR. Martin, tu as dû le voir lors du stage. En fait, tous les journalistes connaissent leurs lecteurs. Ils savent exactement quel type de lectorat ils ont. Donc, ils peuvent vraiment écrire pour leurs lecteurs. Ça, c'est super important. Et en fait, la presse locale, c'est aussi tout ce qui alimente la presse régionale et la presse nationale. Il ne faut pas se leurrer, tout ne se passe pas à Paris, en France. Et certes, il y a pas mal de choses qui se passent à Paris. Mais bon, toute l'actualité qui intéresse vraiment les gens, l'actualité réelle des Français, se passe dans les régions, dans les bourgs, dans les petites communes. Voilà. Et la presse hebdo-régionale a cette chance de pouvoir faire remonter ça, de faire remonter des histoires. Et il est clair que, par exemple, le journal de 13h de TF1, qui est extrêmement basé sur les régions, se nourrit quotidiennement de la presse hebdomadaire régionale, avec les histoires qui peuvent être racontées à travers les journaux. Qu'il n'est pas rare, et on a des exemples à foison de sujets qui ont d'abord été traités dans des titres de PHR, et parfois on a même le chemin des titres de PHR, puis de PQR, puis derrière de presse nationale. C'est quelque chose qui existe effectivement au quotidien. Martin, quelle suite derrière? Des envies pour le second stage, l'envie de découvrir autre chose et de ne pas retourner dans le boulonnais pour s'enrichir d'une autre expérience, ou bien quelle réflexion sur la suite? Là, on vient d'avoir les premières offres qui arrivent, donc c'est assez varié au niveau géographique. Plusieurs offres en Bretagne, il me semble également en Ardèche. On a en Normandie, dans le Jura, on a dans le sud de la France, c'est vraiment sur toute la France. Il y a presque que le nord, bizarrement, qui est absent en ce moment, mais voilà, mais on a vraiment des offres sur toute la France. Est-ce qu'il y a un type de au-delà de la géographie et du titre, est-ce qu'il y a chez toi plus une envie d'aller travailler ou sur certains sujets, ou est-ce que de plus les travailler sur le web que sur le print, ou est-ce qu'il y a un goût, un intérêt vers quelque chose en particulier? Moi, je pense que là, il y a un enjeu énorme avec le numérique actuellement pour la PHR. On voit que il y a des disparités selon les titres. Là, on en discutait justement en retour de stage en se disant, mais toi, est-ce qu'il y avait une application, un site? Est-ce que le site était... les réseaux sociaux, comment ça a été géré? Donc on a eu des discussions et on s'est rendu compte que d'un titre à l'autre, c'était complètement différent la manière dont le web est présent. Et donc moi, je suis assez intéressé par le numérique quand même. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'actuellement, on le disait, c'est un lectorat qui est assez vieillissant. Donc, pour l'instant, on va dire les abonnements numériques, ça ne représente pas beaucoup de lecteurs. Et donc, mais on sait que si le virage n'est pas pris dans ces titres, et ben dans quelques années, ceux qui ont fait
ceux qui ont investi, on va dire, dans le numérique avant vont s'en sortir et les autres auront peut-être plus de mal avec un lectorat qui jeune qu'il faudra amener vers la PHR. Ce que on disait tout à l'heure, que les jeunes journalistes doivent apporter vraiment du sang neuf dans la rédaction, ça s'est vérifié même lors du stage, parce qu'il y en a un d'entre vous qui était dans un canard qui commence à être sur le web, mais à vitesse réduite, quoi, qui ne s'investit pas totalement, et l'étudiant qui était en stage dans le journal a dû faire une intervention pendant la conférence de rédaction pour expliquer les avantages du web et la manière de travailler sur le web, comment écrire, comment faire des vidéos et tout ça. Je ne sais pas si la rédaction va radicalement changer après ça, mais ça prouve que vraiment, ils sont là pour apporter du sang neuf, de la nouveauté. Et je crois qu'il y a une dimension aussi, Laurent, qui existe, qui est réelle, c'est la capacité dans ces titres de presse de proximité, qui ne sont pas des très grosses rédactions en nombre, il y a souvent la capacité d'être acteur, d'être moteur et de rapidement être capable d'insuffler, d'amener sa patte. On a des exemples de parcours de jeunes qui sont rentrés dans des titres et qui ont très vite évolué à l'intérieur de ces titres. Ça, clairement, c'est une chance pour les jeunes journalistes qui débarquent dans les rédactions. Après seulement quelques années de présence dans les rédactions, voire même quelques mois pour certains d'entre eux, ils se convertissent de journalistes débutants en journalistes avec une zone bien précise, voire en responsable d'édition. Il y en a au bout de 3-4 ans qui deviennent rédacteurs en chef. Et puis même au-delà, on a des anciens de la filière qui sont devenus propriétaires de leur propre titre, qui sont rédacteurs en chef, qui ont des responsabilités vraiment importantes au sein des groupes de presse. Voilà, on a vraiment de tout. On a évidemment d'autres qui sont partis, qui ont quitté la presse hebdomadaire régionale, qui sont soit en PQR, soit dans la presse mag, ou alors qui ont rejoint d'autres médias ou des quotidiens. On a des anciens de la filière qui sont à la Croix, qui sont à Europe 1. On a un des responsables du numérique d'Europe 1 qui est un ancien de la filière, par exemple. Donc il y a vraiment... on a aussi à France Inter le responsable du numérique qui est un ancien de la filière il y a quelques années. Voilà. Donc il y a vraiment... c'est une porte d'entrée, cette filière, pour entrer dans le monde de la presse, des journaux. Mais honnêtement, les médias dans leur ensemble savent que la presse hebdomadaire, c'est vraiment un vivier, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des femmes et des hommes orchestres qui savent un peu tout faire, qui ont plein de compétences, qui ont de la volonté, qui sont dynamiques et qui sont capables vraiment de se défendre et d'avoir vraiment beaucoup de rendement, entre guillemets, qui peuvent avoir des responsabilités. Donc voilà, le profil de ceux qui sortent de la PHR est vraiment recherché. Une question je vous rappelle que vous pouvez nous interroger, nous poser des questions. Alice, on va répondre rapidement et on va venir rapidement sur la phase de recrutement et de comment on recrute et comment est-ce que l'on peut intégrer cette filière. Avant d'y arriver, autre témoignage de Lorraine qui succède à Martin, que je remercie de sa présence. Lorraine Fertin, qui est étudiante donc dans la même promotion que Martin. Peut-être aussi un premier témoignage, peut-être complémentaire de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Quelle impression? Vous êtes rentré en septembre, on est au mois de mars. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est un parcours qui vous a donné satisfaction? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué sur ces premiers mois de formation? Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à préciser que personnellement, je suis très contente d'être arrivée dans la filière. Évidemment, on a des cours qui nous préparent à savoir écrire. Voilà, on a un certain format à respecter, mais je trouve qu'au-delà, c'est une école qui nous tire vers le haut. On nous pousse à avoir notre propre plume et à cultiver vraiment ce qui nous intéresse. Et une fois qu'on se lance, qu'on va sur le terrain, qu'on a des sujets à faire, je trouve que ça se ressent vachement ensuite dans nos papiers. Ce qui est très bien aussi, c'est que comme c'est une formation qui est professionnelle, on a un suivi, on n'est pas lâché dans le grand bain. Voilà, on arrive, on retombe toujours sur nos pattes, on arrive dans des rédactions qui sont vraiment très très bien.
Pour le stage, j'ai pu partir à l'autre bout de la France. J'étais à Haute-Provence Info, donc dans les Alpes de Haute-Provence, et c'était un coin que je connaissais pas du tout. Moi qui viens du Nord, ça m'a permis de chercher l'information autrement. Voilà, je voulais sortir un peu de mon confort, et ça aussi, c'est une possibilité qui peut faire grandir en fait en tant que journaliste. Et puis après, pour les CDD, comme l'a dit Martin tout à l'heure, on a des possibilités. Voilà, c'est rassurant, et puis à la sortie, on sait qu'on va quelque part, et surtout qu'en tant que journaliste, on vaut quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on rentre dans le volet, le dossier maintenant recrutement, peut-être à la fois en distinguant peut-être un peu, Laurent, la différence entre le recrutement avant Covid et la particularité de recrutement là maintenant qui a été un petit peu modifié? Alors il y a cet aspect-là avant Covid et maintenant avec le Covid, certes, il y a une grosse évolution avec ça, mais il y a aussi un gros changement par rapport à la filière à partir de la prochaine promotion, de la 27e. C'est que cette filière était ouverte à l'apprentissage depuis déjà 2 ans. Chaque année, il y a un étudiant qui était en apprentissage. Voilà, donc le premier était chez Actus 76. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'il n'a même pas fini son contrat d'apprentissage. Ils ont rompu le contrat d'apprentissage pour le prendre en CDI directement. Donc c'est parfait. Et cette année, il y en a une qui était à Tribune de Lyon. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Elle a été mise sur cet hebdo plutôt pour la création de suppléments culturels. Donc voilà. À partir du mois de septembre, donc on ouvre la filière entièrement en alternance, ce qui veut dire un changement du point de vue de l'organisation. Il y aura un petit peu moins de cours tout au long de l'année, parce que là on est à 28 semaines de mémoire. Voilà. On va passer à 22 semaines et demie, ce qui veut dire qu'on va enlever 1 ou 2 semaines d'intensive. On va enlever quelques petites choses, mais voilà, on réduit vraiment à la marge, parce qu'on veut que, bien que ça soit en alternance, on veut garder la même qualité d'enseignement. On veut vraiment ne pas perdre vraiment en qualité sur cette filière. Concrètement, donc, alternance, ça veut dire un contrat de travail qui est signé entre l'étudiant alternant et l'entreprise, et avec l'ESJ qui dispense les enseignements. On a donc 22 semaines et demie de cours, 30 semaines en entreprise. Ces 30 semaines, il faut enlever 5 semaines de congés payés. Alternance, ça veut dire que donc contrat de travail, l'étudiant est payé pour poursuivre sa formation. Il est payé tout au long de l'année. Il est payé en 13 mois, comme le veut la convention collective de la presse hebdomadaire régionale. Le salaire est certes pas mirobolant, ça dépend de l'âge, de la taille du journal, mais il faut savoir que le salaire est compris suivant l'âge, entre 51% du SMIC et 100% du salaire minimum de la convention collective. Voilà, il tranche entre avant 21 ans et après 25 ans. Concrètement, également, ça veut dire que les frais de scolarité ne sont plus à la charge de l'étudiant, mais d'un organisme collecteur qui prend intégralement ces frais de formation en charge. Voilà. Et on va être donc sur un principe d'alternance avec des périodes à l'école, sur les cours que tu avais développés tout à l'heure, et comme tu viens de le dire, qui vont être condensés pour certains, et des périodes en entreprise. Exactement. On reste sur la même qualité d'enseignement, avec la première partie qui est dédiée aux fondamentaux pendant les 2-3 premiers mois. La toute dernière partie du contrat, c'est-à-dire les 3 derniers mois qui sont plutôt en entreprise, et au milieu on a des alternances plus ou moins de 3 semaines en entreprise et 3 semaines à l'école. Voilà. Pour répondre à Alice qui se pose la question, le concours, comment ça va se passer? J'ai envie de postuler, tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens d'entendre, ça m'intéresse. Je fais comment pour essayer de rentrer? Alors, il y a quelques années, j'aurais dit, il y a un concours qui se déroule à Lille, un concours écrit, un oral, etc. Depuis l'an dernier, Covid oblige, on en change les modalités. Donc, il y a en tout premier lieu l'obligation de remplir un dossier administratif. Et pour cela, c'est jusqu'au 20 avril. Ça se fait directement sur le site de l'école ESJ-lille.fr. Ensuite, vous avez jusqu'au 7 mai
pour envoyer un dossier qui est beaucoup plus complet. On vous demande les copies des diplômes, j'imagine, parce qu'il faut, on l'a pas précisé, mais il faut un minimum un bac plus 2 pour rentrer dans la filière, quel que soit le bac plus 2. Ça peut être un BTS, un DUT, 2 années de fac qui ont été validées, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez venir autant d'un diplôme de tourisme que de sciences sociales, sciences humaines, chimie, pourquoi pas. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir le bac plus 2 qui soit validé. Donc jusqu'au 7 mai, donc c'est la date limite de renvoi du dossier, avec notamment la lettre de motivation. Voilà. Le 7 mai, le même jour, il y a une épreuve en ligne. Ça, c'est une nouveauté cette année. C'est un mélange de QCM et de questions ouvertes en ligne où il y aura des questions de culture générale, du français, quelques questions sur les médias et questions d'actualité, bien sûr. Parce que, évidemment, ce qu'on demande tout au long de l'année, c'est de suivre l'actualité locale, nationale et un petit peu d'international également. D'ailleurs, chaque lundi matin, pour bien débuter la semaine, tous les étudiants ont un questionnaire d'actualité en ligne de 8 minutes où il faut répondre à une vingtaine de questions. Ils adorent ça. Lorraine, j'ai vu un sourire sur votre visage au moment où on parlait du questionnaire d'actualité du lundi matin. Oui, effectivement, on a un questionnaire tous les lundis matins et ça nous réjouit beaucoup parce que toute la semaine, on est obligé de regarder attentivement l'actualité, mais de toute manière, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, comme ça, on prend le pli très rapidement. Voilà. Il n'y a pas le choix. Quand on fait ce métier, il faut suivre l'actualité, c'est impératif. Réponse à une question qui nous est posée par... Je continue, pardon, oui, tu n'es pas fini sur l'oral, pardon. Et après, je reviens à la question d'Inès. J'ai terminé le calendrier. Pardon. Donc, on a le 7 mai, cette épreuve en ligne. Donc, ça va être à peu près une demi-heure à distance. On aura auparavant, juste quelques minutes avant, un test pour voir si les connexions marchent bien. Voilà. Mais comptez pas trop sur Google si vous voulez passer le concours. Vous n'aurez pas le temps, en répondre en 30 minutes à une centaine de questions, honnêtement, vous n'avez pas trop le temps de chercher sur Google. J'entendais Jean-Philippe Gourin pour les sports ce matin qui disait que comptez pas sur la grand-mère ou le chien pour chercher sur Google, mais là, ça va être également le cas. Donc le 7 mai, c'est l'épreuve en ligne, et le 28 mai, c'est la fin d'étude des dossiers de notre part, ce qui veut dire qu'on va sélectionner les dossiers qui seront ensuite qualifiés pour passer à l'oral, sachant que l'oral aura lieu à distance les 3 et 4 juin. Donc sur 2 jours, un jury qui est composé de personnes qui viennent de la PHR et d'autres de l'école. Et enfin, ça c'est une nouveauté, bien sûr, puisque du fait de l'alternance, les 17 et 18 juin, il y aura une espèce de speed dating entre les étudiants qui ont été sélectionnés et également les entreprises qui sont volontaires pour accueillir des alternants qui veulent signer des contrats. On a déjà une dizaine d'entreprises qui se sont positionnées, qui se proposent de signer des contrats de travail. Et donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'il y a 2 manières en fait de signer pour l'alternance. Soit vous comptez sur les contrats qu'on peut vous proposer, sachant que c'est quand même l'entreprise qui décide si elle vous intègre ou non, puisque c'est elle qui vous rémunère et qui signe le contrat, c'est elle qui décide. Ou alors, si vous voulez entrer dans un média qui soit plus proche de chez vous, de votre famille, vous voulez travailler impérativement dans le Pays Basque, en Alsace ou un autre endroit, vous pouvez vous-même chercher votre média qui corresponde aux critères de la presse hebdomadaire régionale. Et voilà. Et si le média est d'accord pour vous signer un contrat, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes bien sûr qualifié sélectionné pour entrer dans la filière. Lorraine, le concours l'an dernier, les épreuves du concours, la manière dont ça s'est passé, ça reste un bon souvenir. Et quels conseils est-ce qu'on pourrait donner à des candidats qui ont envie de tenter leur chance? Conseil d'une étudiante actuelle, voilà comment il faut s'y prendre. Alors j'ai fait les 2 formes de concours. Avant le Covid, parce que j'avais tenté une première fois les écoles et la seconde fois donc par dossier. Par dossier, ça peut être un peu déstabilisant parce que vous avez vraiment aucune approche avec les oraux, même tout se fait par visio, donc c'est assez déstabilisant. Soignez votre écriture, votre CV, votre lettre de motivation, parce que tout va passer par là. Voilà, visiblement, il y a des questions en ligne.
Suivez régulièrement l'actualité, démultipliez les sources d'informations, ne lisez pas forcément ce qui vous plaît. Essayez de regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà, quelque chose, ça c'est quelque chose d'important, je pense. Et surtout, croyez en vous, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas capable, mais finalement, vous êtes peut-être le profil qui est recherché et vous ne le savez certainement pas. Voilà, croyez en vous, surtout. Riche et bon conseil. On n'a pas préparé, hein, je vous le promets, mais j'approuve totalement et voilà. Je trouve que ce qui vient s'intéresser à ce qui ne vous intéresse pas, c'est exactement ça. De toute façon, après dans la carrière, vous serez amené à traiter plein de sujets qui vous passionnent au premier abord, qui vous passionnent pas, mais finalement, vous pouvez complètement tomber amoureux d'un domaine qui vous paraissait totalement étranger. Voilà. Du coup, j'en profite pour répondre à Alice qui nous demande est-ce qu'il existe des annales. Oui, il existe des annales, mais qui seront évidemment en ligne. Vous avez sur le site de l'école les anciennes épreuves, mais qui correspondaient aux épreuves écrites telles qu'on pouvait les faire en présentiel. Alors ça peut vous donner une idée, mais bien évidemment, et vous l'avez compris, ça vient d'être évoqué, ça ne sera pas exactement de la même manière maintenant à distance et en période Covid. Une autre question qui était posée à laquelle je vais répondre rapidement, celle d'Inès. Si je rejoins l'académie en L2 et que je tente le concours pour ensuite faire la licence journaliste de proximité, est-ce que ça serait pas trop compliqué? Non, ça se fait, ça s'est déjà fait. Et une des possibilités, c'est effectivement de faire les 2 années de parcours post-bac, que sont les 2 premières années de l'académie ESJ Lille, et ensuite avec un bac plus 2, de passer le concours. Et comme Laurent l'expliquait bien tout à l'heure, c'est une possibilité, mais on a des candidats chaque année qui viennent avec des parcours qui sont assez différents, et il n'y a pas un parcours type qui est attendu. Donc, passer par l'académie est une possibilité, ce n'est en rien une obligation, c'est une possibilité qui vous est offerte. Voilà. Et j'en profite, on continue avec une question de Marion. Je vais la poser à Laurent, mais je pense que la réponse est oui. Je souhaiterais savoir si j'intègre la licence, est-ce que je peux faire mes stages dans une presse locale en Corse? Existe-t-il des titres de PHR en Corse? Alors, il y en a en Corse. Il y a un hebdo en Corse, tout à fait. Je ne dirais pas exactement où il est. Je ne sais plus si c'est du côté de Bastia ou d'Ajaccio. Voilà. Mais il y a des. Après, c'est des problèmes de logistique qui se posent. Il faut savoir que vous avez des hebdos qui sont basés en Corse. Vous en avez d'autres à Mayotte. Vous en avez dans les. Je crois qu'il y en a un à La Réunion. Vous en avez également dans les Caraïbes, en Martinique. Donc voilà, c'est des destinations un poil plus exotiques. Voilà, mais après, c'est le problème d'aller-retour pour l'alternance qui risque d'être un peu plus compliqué. Sachant que la formation à l'école, sauf avenir incertain, on ne sait pas ce qui peut se passer avec le Covid, mais normalement, c'est la formation en présentiel. Réponse pour une question autour de est-ce qu'il y a une organisation de séminaires sur le journalisme? Je crois que Laurent répondait tout à l'heure par rapport au type de cours qui existait. Donc il n'y a pas de long séminaire sur une longue période. On est plus dans un groupe de 15 étudiants avec des mises en situation telles qu'on l'a évoqué, avec aussi des cours plus généraux en début d'année de base. C'est ce qui était évoqué tout à l'heure. J'en profite pour dire que l'échange qu'on est en train d'avoir, vous pourrez le retrouver ensuite en ligne et le regarder et le reprendre. Si là vous le prenez en cours, vous aurez cette possibilité-là. Et ça, c'est un point qui a été abordé en début d'entretien. Je reviens sur l'apprentissage, la manière dont ça s'organise par rapport au concours. Est-ce qu'il y a une incitation à demander aux candidats de déjà réfléchir à des titres d'apprentissage, Laurent? Est-ce que c'est l'école qui va apporter, et si oui, à quel moment, des possibilités? Comment ça va s'organiser? Alors donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, il y a les 2 volets possibles. Soit vous cherchez vous-même votre entreprise, donc vous pouvez prospecter dans la région où vous voudriez habiter, voilà, où vous avez de la famille, ou voilà, des choses qui sont peut-être plus simples au point de vue de l'organisation, notamment de l'hébergement. C'est clair que voilà, ça peut aider. Donc vous cherchez un média qui correspond aux critères de la presse de proximité, print ou web, ou alors une fois que vous êtes
que vous êtes accepté, que vous avez passé le concours, que vous êtes dans la shortlist donc des 15 étudiants retenus, on peut vous proposer également des entreprises qui sont susceptibles de vous accueillir, qui sont déjà prononcées, avec une petite particularité pour l'instant sur les 10 entreprises qui ont dit qu'ils voulaient des alternants. On n'en a aucune dans le nord de la France. Voilà, on a de la place à Nîmes, autour de Bordeaux. Voilà, du côté de l'île de Ré, on en a un peu partout dans la moitié sud de la France, mais on n'a rien pour l'instant dans le nord. Ça devrait pas tarder à arriver. Je fais confiance aux nordistes. Il nous reste une petite dizaine de minutes si vous souhaitez nous poser des questions sur des items qu'on a déjà abordés ou sur d'autres. N'hésitez pas, on peut y répondre. Lorraine, même question que celle posée tout à l'heure à Martin, en pensant un peu à la suite. Des envies ou des idées pour un futur stage, des réflexions d'insertion sur un type de poste. Comment est-ce que vous appréhendez ça ? Je pense que j'aimerais bien partir vers le Morbihan, vers la Bretagne, quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup plu en fait de sortir un petit peu du Nord et d'aller vers des rédactions que je connaissais absolument pas. Après, je ne sais pas, là ça vient à peine de tomber, donc je me laisse un petit peu le temps de la réflexion. Après, on commence tous par un CDD et puis on voit si on est prolongé et puis pour la suite on croise un peu les doigts, mais je me fais pas de soucis parce qu'il y a beaucoup de titres et je sais que la formation est reconnue dans les rédactions et qu'on nous attend. Donc pour l'instant, j'ai encore un petit peu le temps pour y réfléchir. C'est clair que tous ceux qui sortent de l'école et qui veulent continuer, parce qu'il y en a à la fin d'année, ils se disent finalement, c'est pas exactement ce qui me convient. Il y a certains qui recommencent à faire des études, mais l'immense majorité entame une carrière de journaliste dans la presse hebdomadaire régionale. Donc il y a vraiment des débouchés. Il faut en vouloir, simplement. Il faut mettre en valeur tous ces atouts. Si vous êtes plus branché vers le web, orientez-vous vers un canard ou un groupe qui soit plus orienté vers les nouveaux médias. Si vous êtes branché par l'économie, il y a des titres qui sont plus orientés vers ce type de presse, ou d'autres vers les loisirs. Par exemple, la Gazette de Montpellier qui a la moitié de sa pagination en temps normal, hors Covid, encore une nouvelle fois, 50% de la pagination qui est entièrement consacrée aux loisirs. Donc voilà, il y a encore une fois, la presse hebdomadaire régionale, c'est pas une presse complètement uniforme. Chaque titre a ses particularités, chaque titre porte ses valeurs, s'oriente vers un type de lectorat qui est spécifique. Et donc forcément, dans tous ces titres, vous trouverez forcément un qui correspondra beaucoup mieux à votre profil. Lorraine, le fonctionnement de l'année, on l'a déjà abordé, on l'a déjà évoqué. Le fait d'être dans un petit groupe de 15 comme ça, est-ce que ça permet une forme d'émulation, une forme d'entraide aussi, de travail à 15, on se connaît quand même forcément tous. Est-ce que c'est une configuration, un contexte qui amène une dynamique de travail intéressante ? Complètement, et surtout qu'en fait on prend conscience qu'on a tous quelque chose de particulier et le tout forme un très très bel ensemble pour travailler, je trouve. On a tous quelque chose qui fait la différence, c'est pourquoi on a été pris, je suppose, et donc on arrive à pouvoir discuter de pas mal de choses qu'on ne connaissait pas entre nous. Et on en apprend tous les jours, et ça, je trouve ça vraiment super. Et donc, le fait aussi qu'on soit 15, évidemment, ça aide beaucoup pour travailler, parce que on peut parler directement, par exemple, à la fin du cours, à un journaliste qui nous a fait une session de 2 heures. On a des retours d'expérience, tous et toutes, on a pu faire des stages, on a été correspondants, par exemple. Donc, on arrive à en discuter tous ensemble, et ça, c'est vraiment très, très bien. Il y a un aspect de cette filière auquel je suis particulièrement attaché, et l'école également. On dit souvent que les écoles de journalisme sont un peu élitistes. Voilà. Cette filière et l'EJ dans sa généralité, mais cette filière en particularité, c'est un vrai ascenseur social. On a des jeunes qui viennent vraiment de tous les horizons, de toute la France. Il y a des fils d'agriculteurs, il y a des fils de cadres, il y a vraiment tous les profils. Et
comme tu disais Lorraine cette année, et on le vérifie pratiquement dans toutes les promotions, il y a un esprit de corps, il y a un esprit de promotion, un respect les uns avec les autres, quelle que soit son origine, quelle que soit sa manière de vivre. Voilà, donc il y a un vrai soutien entre tous. C'est assez rare dans les grandes écoles de voir ça, où chacun en général se tire un peu la bourre. Il y a vraiment un esprit de compétition. Là, au contraire, s'il y en a un qui est un peu plus faible en montage sur ordinateur, il y a quelqu'un un autre qui est un poil plus compétent, qui viendra l'aider. Vous relisez souvent les papiers entre vous également, voilà, avant de les rendre. Donc en disant ça va, voilà, il y a un vrai esprit d'entraide au sein de la promotion, au sein de la formation, et ça, on le retrouve chaque année dans cette filière, et c'est super important. Voilà. Merci Laurent, merci Lorraine, et merci à Martin qui était assis à votre place juste avant. On a fait le tour, j'espère, en étant assez complet sur cette licence professionnelle presse de proximité PHR. Vous avez toutes les informations sur la manière d'y accéder et le recrutement. Vous trouvez également, et vous retrouverez toutes ces infos sur le site de l'école, mais aussi vous pourrez revoir l'échange que l'on vient d'avoir sur toutes ces thématiques. Et écoutez, il est encore temps de s'inscrire. On vous attend avec un grand plaisir. Merci à Léa Vibert qui a organisé cet entretien et répondu à quelques-unes de vos questions, à Amran Benhamer et à Mathias Deltour qui sont derrière les écrans et les caméras pour en avoir permis la bonne réalisation. Et dans quelques minutes, on poursuit ces journées portes ouvertes virtuelles avec cette fois-ci le M2, le Master 2 en journaliste et scientifique qui démarre dans quelques minutes maintenant. Vous avez le temps de faire une toute petite pause et on se retrouve rapidement. Merci.